Alors, pour continuer dans toutes ces séries que j'ai faites, à partir de la civilisation, j'ai parlé de la civilisation et montré que, en fait, un des volets fondamentaux était la démographie. Mais le pendant, c'est la technologie, c'est-à-dire que que l'homme n'a pu atteindre a pu connaître un tel développement démographique, l'espèce humaine, que parce qu'en fait, c'était une espèce douée de la possibilité de, en permanence, innover au niveau de l'outillage. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en gros, la technologie. Donc, l'homme est une des seules espèces capable d'une innovation permanente. Alors, on pense aujourd'hui que certaines espèces animales sont aussi douées de par exemple les corbeaux, etc. Mais visiblement, ils ne sont pas capables de. En tout cas, ils n'éprouvent pas le besoin. C'est pas qu'un problème de capacité, c'est que dans la situation écologique, la niche écologique dans laquelle ils sont, ils n'ont pas eu besoin tellement de développer visiblement quelque chose d'aussi complexe que nous. Alors, je vais donc parler dans ce poste de la science et de la technologie, qui sont deux choses très, très fondamentalement différentes. Pour faire court, ce que je veux dire avant tout, avant de développer ce thème, c'est que la science est quelque chose qui personnellement me tient beaucoup à cœur. Et j'expliquerai un peu pourquoi. Alors, quelle est la différence entre la science et la technologie ? En fait, ce sont deux choses radicalement différentes. La science, comme son nom l'indique, ça vient de skio, c'est savoir, et donc c'est la racine latine, c'est disons là, c'est quelque chose qui porte vers la connaissance du monde. C'est donc en fait la science, concrètement, c'est la volonté, c'est une façon, disons, c'est à la fois le résultat et une méthode d'investigation du monde d'ouverture au monde sensible qui constitue notre environnement. Le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. A l'inverse, la technologie, c'est exactement le contraire, finalement. La technologie, c'est plus que la racine, là, parle moins, puisque c'est la techno, logos, c'est soit la connaissance des techniques, soit le savoir lié aux techniques, soit le discours technique. Mais disons que ce qu'on entend facilement par le mot technologie, c'est un ensemble de techniques qui se regroupent de façon cohérente pour permettre de transformer le monde à notre convenance, c'est-à-dire pour supporter la civilisation, qu'elle soit agraire, industrielle, pétrolière, etc. Donc c'est deux choses radicalement différentes. D'un côté, on a la volonté de connaître un environnement tel qu'il est, ce qui suppose de changer par la suite notre conception du monde, et non pas de rester dans la mythologie. C'est tout finalement, ce serait une démarche honnête et scientifique. C'est cela que ça implique philosophiquement. Alors que la démarche technologique, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire partir d'une vision préconçue et de besoins préconçus liés à notre existence d'êtres sociaux, et vouloir changer le réel, changer le monde et notre environnement afin de pouvoir de servir notre existence sociale. Et c'est ce qu'aujourd'hui il se passe par exemple dans le drame environnemental que nous vivons, mais aussi les différentes explorations spatiales, etc., qui sont en fait qui ont comme idée d'envoyer par exemple des satellites pour permettre de communiquer et de faire la guerre, etc. Donc voilà pour la différence fondamentale. Or, aujourd'hui, les deux sont allègrement confondus. On parle souvent de science et de technique, etc. On relie les deux comme si ces démarches étaient intrinsèquement liées. En fait, c'est vrai parce que aujourd'hui, la science utilise les technologies qui sont issues. En fait, la science s'est développée grâce à des technologies qui sont issues de cet avancement de la civilisation industrielle.
Aujourd'hui, la science utilise des matériaux qui sont issus de la civilisation industrielle, principalement par exemple les métaux et l'énergie qui vont avec le développement de la civilisation industrielle, comme le charbon, le pétrole, qui ont permis, aujourd'hui encore le charbon permet de produire l'électricité qui est à la base de l'instrumentation scientifique, enfin qui permet l'instrumentation scientifique telle qu'on la connaît. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui on confond les deux, mais en fait, initialement, ce ne sont pas des démarches qui intrinsèquement se recoupent, au contraire, sont deux démarches antithétiques, d'où le conflit permanent entre la recherche soi-disant fondamentale et la recherche appliquée, qui naît de cette différence qui existe quand même au niveau du concept, mais dans la réalité, la science fondamentale est entièrement dépendante de l'industrie, et en ce sens, elle n'existerait pas aujourd'hui sans l'industrie, et à ce titre, elle la sert, et elle en est totalement dépendante, et elle ne s'inscrit que dans le cadre de la civilisation industrielle, elle n'en est qu'une cheville ouvrière. Alors je vais développer ça par la suite. Donc voilà, en gros, expliquer ce qu'est la science et la technologie. Alors moi j'ai été scientifique, c'est un bien grand mot, je me suis toujours senti usurper cette fonction, enfin ce titre, cette fonction, parce que je me suis toujours senti quand même un peu plus nul que... Enfin je trouve que c'est un bien grand mot, je trouve que c'est ridicule, mais voilà, bon, j'ai occupé des pièces de recherche, j'ai toujours senti que c'était un peu un intrus ou en vacances, un touriste, disons. Mais bon, voilà, j'ai obtenu des diplômes, comme les gens qui sont en recherche. J'ai fait une école d'ingénieur, pas des meilleurs, hein. L'école de physique de Grenoble, c'était un peu pour les losers, mais enfin, j'ai été pas mauvais en prépa à la fin, même si j'étais pas dans les trucs prestigieux, je me suis pas mal débrouillé, et j'ai réussi à intégrer assez facilement cette école. Et ensuite, enfin, en travaillant, faut pas rêver, j'étais pas quand même... un surdoué, et donc j'ai ensuite fait la démarche classique d'EVA, machin, et puis je suis arrivé, j'étais d'abord dans un labo d'électronique avancée. Au début, je voulais, en fait, ce qui m'a attiré, pourquoi j'ai fait de la science, c'est parce que en fait la révélation, c'est d'une part que j'avais un amour profond de la nature, donc au départ je voulais faire paysan. Bon, mais j'ai vite compris que j'avais pas de terre, donc je serais jamais... Et puis bon, aujourd'hui je le regrette que moyennement, parce qu'être paysan dans le monde actuel, c'est quand même... Enfin bon, je ferais bien de l'agriculture pour survivre, mais certainement pas pour nourrir les bourgeois et travailler pour les autres, mais bon, enfin ça c'est un autre problème. Donc j'ai voulu... bon, j'ai vite dévié, et je me suis intéressé plus qu'à la biologie, à la physique, parce que en fait, ce qui m'a vraiment, ce qui a été un choc pour moi, c'est de voir. À l'époque, j'allais souvent en vacances, et j'ai toute ma famille une partie de ma famille dans le sud-ouest, sud de l'Auvergne, en Aveyron, et là, il y avait à l'époque pas d'éclairage. Aujourd'hui, c'est éclairé, il y a des lumières partout, c'est affreux. Hein. Mais autrefois, il n'y avait pas de lumière, et donc je regardais depuis j'ai un balcon en pierre taillée qui est assez joli, je regardais dehors, et je me souviens, je me suis couché sur le balcon, j'étais assez gamin, et je regardais, j'avais l'impression d'être dans un vaisseau spatial voilà, c'était grandiose. C'est toujours grandiose quand on est loin des lumières, mais aujourd'hui c'est quasiment impossible. C'est quelque chose qui a disparu. Tout le ciel est pas maintenant s'éclairer. Donc c'était cela qui m'a... Et donc j'avais une impression de quelque chose de mystérieux, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de familiarité avec la vie, il y avait un mystère dans tout ce monde physique, et je voulais le comprendre, et je pensais que la physique me permettrait, c'était la seule façon honnête d'essayer de comprendre ce mystère, pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on fout là, et qu'est-ce que ce ciel étoilé, et essayer d'essayer de comprendre cette immensité. Évidemment, quand j'ai fait mes études, j'ai vite déchanté, parce que j'ai trouvé que la plupart des gens qui étaient là, c'était très honnêtement, je ne vais pas être méchant, mais moi je suis pas très intelligent, mais je trouvais que
c'est des gens avec qui j'avais aucune affinité, c'était des ingénieurs, des scientifiques au sens trivial du terme, et qui étaient là, c'était pas du tout pour un mystère ou pour quelque chose d'une passion, c'était pour, voilà, c'était des gens essentiellement chiants, et donc je me suis profondément emmerdé durant toutes mes études. Mais je me suis accroché parce que j'ai toujours cru qu'il y avait quand même ce mystère quelque part et que peut-être j'aurais l'occasion de. Je voyais que les autres métiers ne m'intéressaient pas. Je voulais pas travailler pour l'industrie, tout ça, tout le reste me paraissait absolument futile et je voulais tout faire pour pouvoir avoir la chance de comprendre quelque chose à ce mystère. Alors je suis arrivé, bon gré mal gré, à faire un DEA qui s'appelait Matière et Rayonnement, qui gardait quand même l'option de faire quelque chose de vraiment fondamental. Alors j'ai pensé m'orienter vers la physique des particules, on m'a dit qu'il n'y avait pas de travail, que c'était quand même très complexe, il fallait beaucoup travailler. Alors moi l'abstraction, tout ça, s'il y avait quelque chose derrière c'était bien, mais je ne voyais pas l'intérêt de travailler dans un observatoire de particules, et aujourd'hui j'ai un avis assez partagé, voire très critique vis-à-vis de ces grandes machines. Mais ça, j'en parlerai peut-être pas maintenant, je ne sais pas. Ça dépendra du temps. Donc, et l'astronomie, il y avait aussi l'astrophysique qui pouvait être obtenue par ce. Mais j'ai compris qu'en fait, c'était très peu en faisant des projets, que c'était très peu d'observations, c'était que des choses assez abstraites, et ça m'a paru assez peu fondamental. Et finalement, ce qui m'a passionné, c'est la physique de l'infiniment petit, parce que finalement, c'était quand même la chose qui permettait de comprendre, d'analyser le monde, et donc c'était quelque chose qui m'a passionné, notamment en mécanique quantique, tout ce qui est fluctuation du vide, enfin l'explication de la création de matière à partir du rien, qui est un peu abordé en théorie quantique, et c'était quelque chose qui me paraissait vraiment intéressant. Donc j'ai accédé ainsi, alors j'ai été faire un stage à Delft, dans un laboratoire d'électronique. Alors, il m'avait dit, voilà, lors de mon j'étais voir le type qui s'occupait de matière et rayonnement, il s'appelait Monsieur Lévy à l'époque, et je lui ai demandé, voilà, je veux partir à l'étranger. Moi j'en avais ras le cul de tous ces ingénieurs, tous ces neuneux là, qui savaient, enfin c'était super chiant. Donc j'avais qu'une envie, c'était de me casser. Alors j'avais vu que l'Australie c'était pas mal à l'époque, j'étais un peu à l'esprit voyageur, j'avais pas trop compris. Voilà, donc je me dis, bon, pourquoi pas me casser à l'autre bout du monde. Et il m'avait dit, non, ici c'est pas une agence de voyage, donc l'Australie, c'est pas terrible, à l'époque c'était pas sérieux, aujourd'hui ça a bien changé. L'Australie c'est un pays, je crois que mon poids est en train de faiblir. L'Australie c'était aujourd'hui ça a complètement changé, ils ont mis le paquet. Mais à l'époque, voilà, donc, et puis il m'a dit, bon, aux États-Unis, moi j'y étais, mais bon, toi t'as l'air d'être un peu normal. Bon, aller dans un centre de recherche, genre là où il avait fait ses études, c'était quand même au milieu du désert avec des vieux. Il m'a dit non, bah non. Donc il y a un petit truc pour toi, c'est Delft, c'est l'électronique avancée. Alors moi je dis, oh l'électronique, ça a l'air vraiment chiant, qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans l'électronique? En fait, j'avais pas compris que c'était quand même de l'électronique dans tout ce qu'il y a de plus fondamental. Et je suis parti là-bas en stage, et j'ai découvert quelque chose qui m'a ensuite passionné, et qui a occupé des années de ma vie, une dizaine d'années. Alors mon rêve c'était de connecter des objets de plus en plus petits pour essayer d'arriver à quelque chose de fondamental, d'étudier l'interaction entre les électrons et des objets, des structures électroniques vraiment de taille minimum, genre molécules ou atomes. Et l'objet ultime c'était de faire interagir la lumière, ce qui n'a jamais été fait dans le cadre de mes recherches et ce qui n'est pas encore été fait vraiment, enfin ça commence aujourd'hui. Alors j'ai travaillé pendant des années et j'ai été fortement déçu par le milieu de la recherche parce que c'est un milieu. Je pense avoir eu de la chance de pouvoir travailler sur les sujets qui étaient vraiment passionnants, mais il y avait très peu de moyens. Enfin, il y avait des moyens, mais pas les projets même intéressants n'étaient vraiment fondamentaux, étaient assez peu. C'est quand même des projets risqués, donc il y avait assez peu de momentum dessus. Et j'ai toujours travaillé un peu seul. Mais voilà, et donc j'ai quand même découvert tout cet univers de la recherche. J'ai beaucoup travaillé en salle blanche, etc. etc. Et
Donc je suis rentré dans le Graal de tout ce qui est cette recherche électronique aujourd'hui. Et ensuite je suis parti en Suède dans le labo d'un type qui s'appelle Per Delsing avec voilà, le labo il s'appelle Quantum Device et Laboratory et donc j'ai bossé là, j'ai continué sur le même genre de sujet. Et aujourd'hui, ce labo, j'ai entendu, a reçu plein de pognon parce qu'ils sont dans le groupe graphène, ils sont très portés sur le graphène, des connexions avec ceux qui fabriquent du graphène sur du silicon carbide. Donc voilà un peu mon parcours. Et je suis parti de ça. Je suis parti parce que d'une part j'étais vieux, bon, faut voir les conditions de travail aujourd'hui. Et je suis parti parce que aussi j'en avais marre. En fait, mon but c'était pas de bosser, c'était tant que ça restait fondamental, qu'il y avait l'espoir de découvrir quelque chose de fondamental, ça m'a plus ou moins intéressé. Mais on m'a ouvert les yeux et j'ai aussi découvert des choses assez récemment. Alors qu'est-ce que j'ai découvert ? D'une part, j'ai réfléchi. Alors j'étais là, bon, parce que je savais pas trop quoi faire d'autre aussi. J'avais pas envie de travailler dans l'industrie. Voilà, donc c'est un peu, voilà, la recherche, c'est aussi quelque chose pour les gens qui ne sont pas en marge de la société. Les chercheurs, ce sont ceux à qui on offre un peu un jouet, parce que ces gens-là, sans la recherche, ils pourraient être un peu dangereux, je pense. Soit parce qu'ils ne seraient pas intégrés, soit parce que certains d'entre eux, ça les occupe, quoi. Donc je ne voyais pas de quoi faire d'autre, mais je n'étais pas là pour sacrifier ma vie comme certains le font, à travailler jour et nuit. J'ai quand même pas mal bossé, mais à un moment j'ai levé le pied, j'en avais plus rien à foutre, j'arrivais tard avec au labo, et il était clair que j'avais envie de me casser. Et effectivement, on m'a reconduit sur certains contrats, même si je foutais pas lourd, mais au bout d'un moment, j'ai pas été reconduit, puis j'ai dit à mon chef que de toute façon j'en reviendrai plus, que voilà, j'en avais plus rien à foutre, que je partais, et que je me cassais, j'allais faire autre chose, et puis c'est tout. Donc voilà. Et alors pourquoi aussi je me suis cassé ? Pourquoi à un moment ? Parce que j'ai rencontré quand même des gens qui étaient critiques vis-à-vis des nanotechnologies, puisque j'étais dans des centres de recherche en nanotechnologie, même si ce que je faisais moi était utiliser des nanotechnologies, mais pas... Enfin, j'étais vraiment dans l'aspect ultra fondamental, avec aucune application en vue dans l'immédiat, et donc avec des applications futures qui pourraient même, je pense, ne seraient pas intrinsèquement négatives, mais de façon, comme toujours, on m'a ouvert les yeux, et j'ai rencontré ces gens de Pièces et Main d'Œuvre, qui sont un collectif grenoblois qui sont actifs à Grenoble. Grenoble étant l'endroit où j'ai fait mes études au départ, et qui est aujourd'hui un peu la vitrine commerciale des nanotechnologies, de la recherche nanotechnologique en France. Et eux, ils ont toujours essayé de mettre des bâtons dans les roues. Alors je leur ai écrit parce que je trouvais qu'ils étaient un peu naïfs, parce que je voyais qu'ils décrivaient la nanotechnologie comme quelque chose un peu un complot. Et avec je pense une vision qui était naïve des succès potentiels de la nanotechnologie, parce que moi ce que je voyais de recherche sur la nanotechnologie, c'était beaucoup de choses qui ne marchaient pas, non seulement mon projet, mais surtout le projet des autres. Et ce que j'ai vu, c'est beaucoup de pipeaux en recherche. C'est-à-dire que moi, j'avoue, j'ai truandé des rapports, j'ai jamais truandé une publi, ça, j'étais une des seules. Mais j'ai des exemples de publis où je sais clairement, même dans Nature, je connais les auteurs et je peux dire où ils ont truandé. Voilà, donc, et ça a été Nature. Enfin, je ne vais pas donner de nom ici, mais personnellement, je peux donner tous les noms que vous voulez à des gens. Moi, je n'ai jamais truandé mes publis, mais par contre, j'ai truandé des rapports. J'ai truandé des rapports parce qu'on me l'a demandé, parce que j'étais plus employé, et j'en avais marre de me faire harceler alors que j'avais plus de logement, etc. Donc j'ai mis un peu ce qu'on voulait à l'intérieur. Mais enfin bon, c'est pas bien grave, mais je sais que tous les rapports que vous lisez, toute la presse que vous lisez sur les sciences, c'est souvent du blabla. Alors par exemple, aujourd'hui, on va vous pondre que le graphène, c'est l'avenir, tout ça, mais on vous parle jamais des problèmes de techniques de fabrication, etc., ce qui est quand même fondamental. Donc moi j'étais un peu sceptique vis-à-vis de leur analyse critique, parce que je pensais qu'ils exagéraient en pensant que la technologie avait des applications immédiates, etc., etc. Je les ai rencontrés, mais ils avaient par ailleurs un discours qui m'a convaincu, parce que c'était évidemment ce que je voyais, c'est que de toute façon moi j'aimais la science fondamentale, mais je voyais bien que la science telle que je l'avais, la science, disons les outils que j'avais, il y avait quelque chose de grisant effectivement en utilisant des outils qui permettent quand même de voir des choses fabuleuses, comme les microscopes électroniques dernier cri, qui commencent quand même à être de pouvoir écrire des structures toutes petites avec des e-beams, des electron beams
super haute résolution. C'est quelque chose qui est assez grisant, mais c'était aussi, je voyais toute l'aliénation qu'il y avait derrière, les techniciens qui étaient obligés de bosser, tous les gens qui eux ne voyaient pas du tout l'aspect grisant, mais qui bossaient pour fabriquer ce genre de technique, qui travaillaient le week-end, etc. Et en fait, on a quand même une image d'horreur dans l'ensemble de ce monde technologique froid, etc. Mais surtout, je voyais voilà, et je commençais un peu à comprendre comment marchait le financement, d'où venait l'argent, et tout le caractère publicitaire de la recherche qui fait qu'en fait, la recherche fondamentale est en fait intrinsèquement, je pense, impossible, et l'originalité n'est pas possible, parce qu'en fait, on est payé par une société, payé par des gens, il y a des rapports d'autorité au niveau de la recherche, et donc l'image du petit chercheur qui est indépendant, etc., j'ai compris que c'était du pipeau, moi j'avais des contrats à court terme, et donc je commençais quand même à avoir une image assez négative de la recherche et à comprendre que les chefs c'était des opportunistes et que c'était eux qui c'était les plus cons qui étaient au sommet en moyenne. Et donc voilà, donc plus on est haut, plus on est con. Et plus bon voilà. Et bon alors effectivement ils ont une certaine connaissance technique, etc. Mais il y avait, je pense pas qu'il y ait de génie, quoi. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens vraiment originaux qui aient le courage de remettre en cause certains préceptes de la physique et de s'aventurer et faire des expériences qui sont vraiment nouvelles. Alors, par exemple, quand on voit la découverte du graphène, c'est une découverte qui va à l'encontre de la prédiction des théoriciens. Donc, c'était fait avec un bout de scotch et un machin, mais la théorie disait que ça ne devait pas marcher. Alors, le type a essayé quand même. Donc, je pense le courage en physique est assez rare, et donc je pense que c'est pour ça que c'est un peu d'intérêt de travailler là-dedans. Alors ces gens de Pièce et Main-d'œuvre, c'est pas tout à fait ce qu'ils m'ont raconté, et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en fait la physique et la nanotechnologie sont sont intrinsèquement mauvais parce que ce sont des outils technologiques qui sont destinés à nous en fait, qui sont des instruments de pouvoir. Alors ce que j'ai lu certains bouquins, genre un bouquin qui s'appelle d'Oblomov sur la science, un groupe Oblomov, et j'étais complètement d'accord. En même temps, c'était à ce moment-là que je découvrais des groupes, parce que j'étais passionné par la nature, et je commençais à dire, bon, maintenant je vais me casser de la science, donc il serait temps que je noue des contacts avec des gens qui aiment la nature, ce qui n'est pas facile. C'est pour ça que je suis encore en train de blablater sur des vidéos. Et j'ai rencontré des gens qui étaient justement ce qu'on appelle des primitivistes, et tous ces erzans, tout ça, qui critiquaient justement la société technologique. Et donc en ce même instant, j'ai lu Oblomov, et je crois que c'était je sais plus comment s'appelle le bouquin, c'est Un futur sans avenir ou un truc dans le genre, et j'étais assez convaincu par leur truc, ça résonnait en moi. Et donc, j'ai discuté un peu avec Pièce à Main-d'œuvre, et j'en ai conclu que, en fait, je me voilais la face, c'est-à-dire que mon boulot était intrinsèquement, mon rôle en tant que scientifique, c'était de cautionner le système, un système qui utilise en fait la recherche pour justifier, en fait, voilà. Et après, bon, j'en suis venu aujourd'hui à développer cette pensée. Par exemple, quand on lit Craig Dilworth, on s'aperçoit que la technologie est un instrument pour aller encore plus loin dans le pillage des ressources, l'explosion démographique, et c'est qu'ainsi que donc c'est pour ça qu'on nous utilise, c'est pour avancer encore plus dans la progression de la civilisation, dans tout ce qu'elle a de plus négatif. Donc c'est ça le rôle aujourd'hui des chercheurs, et c'est pour ça qu'on est payé. Et donc voilà l'histoire, on n'est pas payé pour comprendre le monde, et donc c'est un rôle éminemment négatif, et ça je l'ai compris, et ça a été confirmé à la fin de mes contrats, puisque je commençais à travailler un peu sur des sujets un peu divers pour pouvoir toujours continuer un peu à faire de la recherche sur ce qui était mon sujet personnel, et j'ai commencé à travailler sur des choses militaires sans le savoir au départ, dans un projet qui s'appelait Terra Eyes, qui étaient des capteurs pour l'armée, et j'ai vu qu'en fait je faisais de la gravure, mon chef me filait des trucs, et j'ai compris que c'était pour ça, et là j'ai dit c'est terminé, je vais me casser, et définitivement, et au revoir, quoi, et puis bon voilà. Donc
en fait, j'ai compris que en fait, l'argent, en fait, le militaire est à la base du financement parce qu'on obtient des financements à droite à gauche, mais le militaire a un besoin intrinsèque de recherche et est une des sources les plus sûres de financement. Et tous les labos, c'est des financements mêlés, mais le militaire est souvent à la base. Par exemple, quand j'étais à Delft, ça, j'avais pas ouvert les yeux, mais c'était DARPA. Il y avait beaucoup d'argent qui venait des États-Unis, au niveau des conférences, et l'armée apparemment payait. Il y avait par exemple quelque chose qui était des bourses payées par l'OTAN, NATO, qui permettait par exemple, mon chef Kao Noven, qui a publié des bouquins en nanotechnologie, était financé par NATO. Je voyais souvent le sigle NATO sur ces trucs. Donc c'était clair, alors que ça n'avait pas grand-chose à voir a priori, mais en fait, ils financent un peu toute cette recherche et à la fin, ils pomperont ce qu'ils veulent. Par exemple, l'institut où j'étais à Delft est devenu un institut Kavli. Et Kavli, je crois que c'est un mec qui a fait fortune dans l'aviation, l'aéronautique militaire, et qui aujourd'hui donne du pognon. Mais tout ça, ça montre qu'en fait, l'argent de l'armée est derrière, omniprésente, et c'est normal, puisque c'est ce que j'expliquais, c'est la science sert de bras armé pour sa justification sociale en tant qu'activité qui permet d'avoir des salaires, etc. C'est la progression de la civilisation, c'est-à-dire de l'activité économique, de l'activité militaire qui va avec, et donc de l'aliénation. C'est une activité éminemment nuisible. Donc voilà, donc ça m'a ouvert les yeux, ça m'a confirmé parce que moi j'étais isolé, même si je pensais un peu ça, j'étais tout seul dans mon labo, j'avais personne, et de rencontrer des gens qui affirment la même chose que nous, ça permet d'être plus sûr de soi, et donc j'ai décidé de mon propre chef de ne plus jamais retravailler dans la recherche, de tout quitter, quitte à être peu importe, tu retombe dans l'anonymat le plus total. Parce qu'on a un peu cette impression grisante quand on fait de la recherche d'être un peu au-dessus du lot, de travailler sur quelque chose de fondamental, de travailler sur quelque chose d'excitant qui va changer des choses. Et effectivement, c'est un mythe, on se berce d'illusions. Ça nous permet d'être mal payé, d'être content quand même. Donc voilà, donc j'ai tout plaqué. Et bon, comme beaucoup de façons, passer par ces 35 ans, on est des vieux en recherche, soit on passe chef, soit on passe par la porte. Surtout qu'actuellement, quand mon chef était parti en Chine, il est revenu, il a dit c'est super, il y a plein de post-doc potentiels là-bas, donc j'ai compris que les post-doc européens dehors, quoi. Donc voilà. Alors, maintenant, ce que j'ai expliqué, c'est que effectivement aujourd'hui la recherche est née d'une nécessité. Alors c'est pas nouveau. Si on regarde dans l'histoire des sciences, Archimède travaillait, faisait des machines militaires. Sa raison d'être, c'était de permettre à une probablement il était financé parce que il servait à ces projets étaient financés parce qu'ils avaient des applications militaires. Quand on regarde, je crois qu'ils ont trouvé un nouveau truc là, une machine, un rouage excessivement compliqué dont ils ont enfin compris la fonction qui permettait, il y a une émission, je sais plus si c'était la BBC ou je sais plus quelle émission, c'est le mécanisme le plus compliqué trouvé à l'Antiquité, on comprend même pas comment ils ont pu faire quelque chose d'aussi complexe, et en fait ça serait peut-être lié à Archimède, et c'était probablement utilisé par des navires militaires pour prévoir certaines occurrences de, je sais plus, ces éclipses ou je sais plus quoi. Alors ensuite, si on regarde Léonard de Vinci, c'est pareil, et c'est systématique, c'est-à-dire que la fortune de Galilée, ça a été de faire des lunettes pour les marchands et les militaires. C'est comme ça qu'il a pu continuer ses expériences. Donc c'est systématique, la science ne progresse parce que et elle n'a pu être fournie en outillage divers et variés que parce que la civilisation industrielle lui a permis, et donc elle ne vit que en tant que fer de lance de cette société industrielle. Alors, donc, a priori, la science, c'est quelque chose, disons la technologie, la science technologique aujourd'hui, c'est-à-dire cette science qui s'applique sur les techniques industrielles, est éminemment négative. Et elle n'est pas durable, dans la mesure où on peut s'attendre à ce que les avancées scientifiques actuelles, qui en fait sont fondées sur du vide, c'est-à-dire elles sont fondées sur des technologies qui ne sont pas durables, qui sont, par exemple, si on considère tous les ordinateurs, etc., qui tournent sur l'énergie électrique, qui est l'énergie nucléaire, sur des matériaux comme les terres rares,
qui n'ont aucun avenir, puisque on va bientôt arriver à la fin, leur exploitation est bien trop sale, et ça nécessite une société tellement complexe qui va s'effondrer, etc., etc. Donc c'est de la science qui, en fait, on a accumulé certaines connaissances, ça a permis d'un développement des connaissances, mais concrètement, cette machine scientifique va s'effondrer, je pense, dans les années à venir, avec le reste. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu une perte, c'est un peu comme beaucoup de choses. Il y a eu disons l'Antiquité gréco-latine qui s'est aussi fondée sur du vide et qui s'est effondrée. Et donc voilà, il faudra trouver autre chose. Alors est-ce que intrinsèquement maintenant la science est-elle quelque chose d'intrinsèquement non mauvaise, ou est-ce la technologie Donc la science telle qu'elle est définie aujourd'hui, elle est, comme je l'ai montré, elle est négative. Mais c'est pas quelque chose que je pense être intrinsèque à la science. Et je pense que la science, au contraire, si elle est vraiment, je pense que la recherche actuelle qu'on appelle scientifique a permis de développer certaines connaissances, mais elle n'est pas en elle-même scientifique, dans la mesure où elle ne se préoccupe pas de comprendre le monde tel qu'il est. Elle se préoccupe juste de l'utiliser, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle n'est pas capable d'aller très très loin dans sa description. Par exemple, la mécanique quantique, je pense que c'est quelque chose d'intrinsèquement assez insatisfaisant, mais je pense pas qu'il y ait vraiment un désir d'aller très loin dans la compréhension du monde et de se poser vraiment des questions, et c'est la même chose dans pas mal de domaines. Donc il y a certains champs qui ont bien évolué. Par exemple en écologie, aujourd'hui on comprend pas mal de choses, et ça c'est assez intéressant. Donc il faudrait que je parle un peu de ce qu'on peut dire sur la physique fondamentale, mais là j'en parlerai pas aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose d'intrinsèquement négatif ? Je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui constitue qui en fait est derrière notre émergence en tant qu'espèce, non seulement du point de vue de la technologie, mais c'est plus compliqué que ça. Si on lit le bouquin de Craig Dilworth, là c'est un bon point de départ pour en discuter, c'est un bon résumé. Malheureusement c'est un livre qui est assez mal écrit, qui est chiant, mais qui est sérieux, dans la mesure où il est honnête, et il prend tous les éléments et il en parle un peu de façon exhaustive. Alors quand il explique donc, comme je l'ai relaté, qu'il y a un lien entre technologie et explosion démographique, évolution de l'espèce humaine, qui serait en fait une fuite en avant, parce que l'homme n'étant pas adapté à son environnement et étant poussé toujours vers il a perdu son biotope originel qui est les forêts en tant que primate, et il a dû s'adapter à la steppe, et puis etc. Et il a, par effet d'aubaine, il a trouvé de nouvelles techniques qui ont permis ça je l'ai déjà décrit, de trouver de nouvelles niches et à chaque fois de les exploiter, et grâce à la technologie il a pu survivre dans un environnement dans lequel il n'était pas adapté de façon physiologique. Donc ça c'est la définition de l'espèce humaine. Mais je pense que ce qu'il explique au départ, c'est qu'il y a en biologie, ça y roule, c'est pas lui qui l'invente, lui il ne fait que, c'est un mec, il a fait un peu de philo, enfin c'est un philosophe, donc c'est pas un scientifique de formation, mais il a lu pas mal d'ouvrages, et il fait une synthèse, il essaie de faire une synthèse qui aille au-delà de la simple science. Et donc disons de la simple science spécialisée, comme aujourd'hui les gens n'ont pas de regard global, donc lui il a fait il tente une vision globale du truc. Et ce qu'il relate, une caractéristique des systèmes naturels actuels qu'on constate, c'est d'aller vers la complexité. C'est-à-dire tous les systèmes partent des bactéries et vont vers des systèmes de plus en plus complexes, de plus en plus interconnectés, et ceci donc il y a une raison intrinsèque à cela. Donc c'est pas un hasard si l'espèce humaine est là aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit quelque chose, ce soit une erreur ou quoi que ce soit. C'est un essai de la nature dans une tentative de complexité. Et finalement, la technologie et la conscience, ce qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire, disons, une réflexion sur l'environnement qui nous entoure et
et la possibilité de changer notre vision constamment de cet environnement et de l'analyser, etc., d'avoir une vision réflexive de cet environnement, c'est quelque chose qui est absolument naturel. C'est la nature qui a créé cela parce que c'est une tendance de la nature en allant vers la complexité, de plus en plus d'intercommunication entre les êtres et qui composent des différents biotopes. Donc il y a une complexité de cette communication. C'est certainement parce que ça stabilise cela. Donc on pourrait avoir une analyse thermodynamique de cela. Moi, je sais pas, c'est un peu compliqué, mais à mon avis, ça pourrait donner quelques résultats intéressants. Donc au final, je ne pense pas que la réflexivité, la science, etc., soit quelque chose d'intrinsèquement négatif. Simplement, ce qui est négatif aujourd'hui, et ce que l'on voit, c'est que cela a été utilisé uniquement dans le but, non pas simplement de comprendre notre environnement, ce qui est quelque chose d'assez compliqué, mais de le modifier. Et c'est ça l'erreur, et de le modifier de façon absolument pas durable, c'est-à-dire sans prendre en compte l'environnement tel qu'il est, et sans essayer de comprendre son fonctionnement. Donc effectivement, c'est parce que c'est une démarche incomplète. Et je pense que l'homme actuellement, l'espèce humaine va devant. Donc c'est un essai de la nature, et ça va se terminer par un échec, mais il y aura une évolution, c'est-à-dire que soit on disparaîtra, soit on sera capable de justement prendre en compte l'environnement et de réfléchir différemment, de ne plus avoir une approche simplement technique, mais une véritable approche scientifique, c'est-à-dire essayer de comprendre l'environnement, d'avoir des techniques qui soient durables et de jouer un rôle positif, c'est-à-dire un rôle qui renforce dans la nature les écosystèmes plutôt que les détruire. Alors je pense que c'est pas du tout une utopie, ça c'est une réalité, c'est ce qui va arriver, mais il y aura avant un effondrement parce que actuellement ce n'est pas l'optique des sociétés actuelles et disons même des individus. Donc voilà. Donc la réponse, ça il ne le développe pas dans son livre, mais c'est au départ, c'est justement je pense une clé pour comprendre qu'il y a une différence entre science et technologie, mais qu'aujourd'hui effectivement les deux sont intrinsèquement mêlés parce que la science n'a évolué que suite à des pressions de la civilisation qui a exigé un développement technique continuel. Et la science n'a été développée qu'à la marge en fait de ces évolutions techniques. Aujourd'hui, on va devoir comprendre un peu plus, non pas forcément avec des outils techniques compliqués, mais on va devoir avoir une démarche scientifique vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'environnement qui nous entoure. Alors, pour expliquer un peu comment une technique peut être négative ou positive, parce que ça c'est aussi quelque chose, justement expliquer en quoi une démarche scientifique peut permettre de sélectionner entre une technique positive et négative. Donc il y a des techniques ce sont les techniques que l'on a actuellement, les techniques fondées sur le métal, etc. Elles n'ont été trouvées, elles n'ont été découvertes que suite à des jeux de pouvoir au sein de la société, avec l'idée de maximiser au maximum, suite à des jeux de concurrence, l'exploitation de l'environnement et donc la destruction. C'est le cas du charbon, du pétrole, etc. Pour illustrer ça, je vais prendre un exemple super simple qui me parle beaucoup parce que je suis un fanatique de pêche, c'est vraiment ma passion fondamentale, je pourrais passer ma vie à pêcher. Et alors je vais expliquer cela en illustrant les différentes méthodes de pêche actuelles. Alors ce sont les techniques, et il y a la pêche à la main, ça c'est des techniques simples, ça suffisait pas pour nourrir de nombreuses personnes, donc ce qu'on a développé, c'est des techniques de pêche. Et pour attraper des poissons rapides, à la main c'est assez difficile d'attraper une truite à la main, c'est possible. Je l'ai déjà fait, c'est possible, mais j'ai vu des gens beaucoup plus doués que moi, qui avaient beaucoup plus d'expérience, mais ça demande un sacré doigté. Alors, et c'est pas si facile que ça. Alors là, après, on a développé le filet. Alors, il y a très destructeur, c'est de dévier des cours de rivière ou d'empoisonner le tout. Donc ça marche. Et c'est excessivement destructeur. Ensuite, il y a le filet, c'est la technique de pêche actuelle, globale, industrielle. C'est excessivement destructeur. Mais c'est efficace. C'est-à-dire, dans une société de concurrence, c'est ce qui est sélectionné. C'est la technique qui est sélectionnée. Maintenant, si on a
une certaine conscience, et qu'on a conscience que c'est pas possible, que ça va pas durer, que tout va disparaître, et qu'on peut opter pour d'autres techniques. Alors il y a par exemple aujourd'hui, il y a quand on achète du poisson, de la morue, on voit que ça a été pêché à l'hameçon. Donc là, c'est une technique beaucoup plus sélective, avec une certaine conscience. L'hameçon, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, un hameçon, à inventer, à forger, etc. Enfin, on pourrait le faire autre chose que du métal, faire avec des os. Il y a certains os qui sont je pense qu'ils seraient certains petits os qui sont très solides et qui permettraient de faire des hameçons assez intéressants, mais c'est pas dans un cadre industriel. Mais donc l'hameçon est quelque chose d'assez malin qui a été découvert plus récemment et qui permet de sélectionner les poissons et de les relâcher vivants, contrairement au filet. En général, ils sont morts quand on les remonte, sauf si on les remonte rapidement. En tout cas, ça les abîme beaucoup. Et ensuite, il y a la pêche à la ligne, la traîne, etc. Il y a même, par exemple, les Basques qui pêchaient le thon avec des cannes. Les thons croient que sous le bateau, c'est un abri, etc. Donc, il y a des techniques assez fines. Et la technique, quand on a pêché à la ligne, il y a des techniques. Je vais comparer deux techniques. Alors, il y a trois techniques. Par exemple, à la ligne, c'est quand je vais pêcher dans le nord, il y a le verre classique, il y a la cuillère et il y a la pêche à la mouche. Et a priori, celle qui marcherait le mieux, ça serait quand même le verre. Bon, il faut quand même trouver des verres sur place, etc. Le problème, c'est que quand une truite, elle prend un verre, en général, après, quand la détache, elle meurt. Donc, si on veut gérer un environnement, évidemment, on va prendre si on veut gérer un environnement, il faut considérer cela, il faut avoir cela en tête. Donc pourquoi ? Alors à l'inverse, la mouche, c'est une technique assez complexe qui quand même nécessite une certaine technologie, une certaine technique qui nécessite un effort mais la pêche à la mouche permet justement un prélèvement beaucoup plus sensé de la ressource, puisque quand on pêche à la mouche, on voit que on accroche toujours le poisson par la lèvre et il est très facile de le relâcher et il n'est pas abîmé. Il y a un taux de survie, je crois, qui est 96 ou je sais pas de pourcent, et je pense que si on a du doigté, on fait attention, c'est 100% de survie. Donc ça permet de ne prélever que les individus qu'on veut prélever et de ne pas blesser ceux qu'on veut relâcher, ceux qui sont trop petits, ou une femelle pleine, ou deux, ou voilà. On peut vraiment sélectionner en fonction et dans l'optique de préserver la ressource. C'est pas le cas de la pêche à la cuillère, c'est du charcutage. Moi, à chaque fois que je ramène une truite à la cuillère, ça m'arrive de pêcher à la cuillère parce que il y a des endroits où c'est plus simple, je suis fatigué, allez hop, je lance la cuillère, et en général, le poisson, même si c'est une petite qui l'a pris, on le tire et elle flotte, quoi, elle est foutue. Donc voilà. Donc il y a un espèce de snobisme dans la pêche à la mouche. Les gens disent ouais, ça sert à quoi, c'est compliqué, machin. Et en fait, l'histoire, c'est que c'est une pêche qui a été développée par des gens, alors pas forcément, c'est pas intrinsèquement qu'ils étaient meilleurs, mais il y avait un espèce d'amour du milieu, du poisson, etc. Et ils ont essayé de développer une pêche qui soit plus subtile, qui permette plus de sélection, parce que c'est une pêche visuelle où on voit en général le poisson, donc on choisit un poisson, un gros poisson qu'on voit prendre des insectes, on va imiter les insectes pour le prendre à tel endroit, donc c'est très sélectif, c'est assez efficace, contrairement à ce qu'on peut penser, mais ça nécessite un effort, contrairement aux autres pêches qui sont beaucoup plus simples à apprendre. Donc là, il a fallu la développer. C'est une pêche qui a été inventée par les Anglais, je crois, au XVIIe, XVIIIe siècle, même si c'est en fait une pêche ancestrale, puisqu'on en parle, les Romains en parlaient déjà, je crois que c'était en Macédoine, que ça a été développé, que ça existait déjà à l'Antiquité, mais elle a été développée sous sa forme moderne il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, c'est une pêche qui était développée par des gens qui étaient vraiment amoureux du poisson et qui voulaient préserver la ressource à tout prix, parce que cette ressource est facilement détruite. Alors que bien gérée, ce sont des poissons, par exemple les saumons, mal gérés, comme on l'a fait dans les rivières atlantiques où on a mis des barrages partout, ils ont disparu quasiment. En France, il y a, je sais pas, il doit y avoir 50 saumons qui remontent l'Allier, ou je sais pas, une centaine.
Autrefois, ça se comptait par millions. En Norvège, là, j'y étais, ça devient vraiment un luxe de pêcher du saumon. Au Canada, moi, j'achète du saumon au supermarché à côté, du saumon sauvage du Canada. Il est à 5 euros le kilo. Donc, il arrive jusqu'en France tellement il y en a. Alors, évidemment, avec le pétrole de schiste, je pense que dans 10 ans, le saumon du Canada ne fera plus en manger, ou il n'y en aura plus. Donc, voilà. Bon, mais ça, c'est parce que, justement... Donc ça montre qu'on peut développer des techniques. Donc la technique n'est pas neutre, mais parce qu'actuellement elle a toujours été développée avec l'idée de maximiser un profit et non pas l'idée d'essayer d'avoir un impact minimum et durable sur la nature et de gérer des stocks de façon durable. Mais c'est possible. Et la technique, quand elle est secondée par un esprit scientifique, c'est-à-dire au sens où je l'ai expliqué, de conscience de l'environnement qui nous est pas simplement le scientifique bourrin